Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Si vous voulez bien regagner vos places, le quorum est atteint. Et donc, même si les rangs sont clairsemés, donc je vais procéder à l'appel. Alors, Marc Léturgie, Laurent Swan a donné pouvoir à Christian Bordenave. Adib Benfedoul, Liliane Brandly, Nelly Rodriguez, elle a donné pouvoir à Jonathan Priolo, Francis Delteil, Rislane Robin-Greny, elle sera absente, elle va donner un pouvoir à monsieur Alain Plazy, Jonathan Priolo, Marie-Claude Andrieux-Courbin, Christian Bordenave, Alain Céréa, Marie-Lise Potron, Jean-Charles Gauthier m'a donné pouvoir, Gilbert Blanc, Denise Miguel a donné pouvoir à Anne Sauquet, Alain Plazy, Anne Sauquet, Bernard Michel Bosviel a donné pouvoir à Martine Rosé, Farida Moubi, François de Madaillan, Martine Rosé, Alain Banquet, Marie-Hélène Scotti, Joël Kerdraon, Gaël Blanc-Lajonie, Dominique Rousseau, Christiane Delpont, Fabien Ruet, Cécile Labarthe, Sylvie Chancogne a donné pouvoir à Cécile Labarthe, Jacqueline Simonet, Cédric Zapera, Robert Richard et Paul-Henri Gallon. Merci. Alors nous avons à désigner un secrétaire de séance dans l'ordre du tableau. C'est en principe Alain Plazy, s'il en est d'accord. D'accord, et si personne n'y voit d'opposition. Bon, le procès verbal, y a-t-il des observations sur le procès verbal? Pas d'observation, donc voilà. Tout le monde est d'accord pour approuver le procès verbal. Pas d'opposition, très bien. Donc voilà, l'ordre du jour est conforme à celui qui a été transmis avec la convocation et une question est proposée par M. Robert Richard concernant le pouvoir d'achat. Donc nous allons aborder d'abord les décisions, ça c'est pour information, les décisions prises par le maire et les adjoints dans le cadre des délégations qu'ils ont reçues du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes d'information? Non. Sur ces décisions vous ont été communiquées? Bien, bah écoutez, pas de remarques. Donc on aborde tout de suite le premier dossier également pour information, qui est le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes. Je vous rappelle que normalement, chaque année, nous devons faire un point sur la mise en œuvre ou le respect des observations formulées par la Chambre régionale des comptes. Je rappelle que ce rapport a été reçu en mairie en septembre 2016, qu'il a été proposé présenté au conseil municipal dans la séance qui a suivi, et que normalement chaque année nous devons faire ce point, et que nous l'avions malencontreusement négligé l'an dernier. Et c'est vrai que l'organisation du grand débat a fait apparaître que nos concitoyens étaient très attentifs aux observations de la Chambre régionale des comptes ou de la Cour des comptes, qui demandaient dans quelle mesure l'État et les collectivités les respectaient. Et donc ça m'a rappelé qu'effectivement nous devions normalement chaque année faire ce bilan de
de suivi des observations de la Chambre régionale des comptes. Donc, je vais essayer de rappeler brièvement où nous en sommes. C'est un petit peu long, il y a une vingtaine d'observations. La première, c'était d'enrichir le rapport sur les orientations budgétaires par une synthèse chiffrée. Donc aujourd'hui, cela est fait. Cela est même tellement bien fait que certains élus considèrent que le document est devenu beaucoup trop technique et que ça nuit à la qualité du débat. Mais bon, c'est ainsi. Deuxième recommandation, formaliser un plan pluriannuel d'investissement. Donc ça, je dirais que on s'était forcé quand même d'apporter une programmation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que notre budget d'investissement n'est plus du tout ce qu'il était il y a 10 ou 15 ans, parce que beaucoup de compétences ont été transférées à l'intercommunalité, et qu'en réalité, le principal investisseur aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'intercommunalité. Donc voilà, mais on s'efforce, vous l'avez vu lors de la présentation du dernier budget, d'intégrer une approche pluriannuelle. Troisième recommandation, améliorer en liaison avec le comptable le suivi des opérations patrimoniales en ajustant l'inventaire avec l'état de l'actif et en procédant à une mise à la réforme des actifs obsolètes. Alors je dois dire que là-dessus, on a pris un peu de retard, mais que le service des finances ayant été renforcé, on va essayer en 2019 de se rapprocher de cet objectif. Quatrième recommandation, inclure dans la valorisation des travaux en régie tous les coûts qu'ils recouvrent. Les travaux en régie sont calculés selon une approche coût marginal depuis le début de la mandature, et donc ce mode de calcul sera rediscuté après le renouvellement du conseil municipal, mais on ne va pas le remettre en question, et de toute façon, il y a d'ores et déjà des éléments d'information sur le fonctionnement des régies. Cinquième recommandation, poursuivre la modernisation des régies présentant un enjeu financier, l'abattoir, le stationnement payant, les dotant d'un compte de dépôt de fonds au trésor et de moyens modernes de paiement. Alors, toutes celles qui en ont besoin ont été dotées d'un compte de dépôt de fonds, et des moyens modernes de paiement ont été installés là où c'était nécessaire. Vous avez le détail des régies concernées. Sixième recommandation, procéder à des vérifications régulières des régies. Voilà, les contrôles ont débuté en 2018 et se poursuivront en 2019. Voilà, on a quelques petits soucis de forme avec la recette municipale, mais bon, on va essayer là aussi d'améliorer la situation. Septième recommandation, élaborer des fiches de procédure pour les processus à risque. Voilà, alors je rappelle que la chaîne comptable a été dématérialisée, que des réunions régulières ont lieu avec les correspondants finances, ou vont être organisées avec les correspondants finances pour répondre à leurs interrogations. Voilà, nous on a noté la dernière fois que la dématérialisation éloignait les agents de leur cœur de métier, qui est la comptabilité publique, vers une fonction plus technique. Voilà. Donc ce phénomène de dématérialisation, qui a été encouragé, je le rappelle, par les pouvoirs publics, conduit, on constate, à un certain nombre de frustrations, surtout lorsque la recette municipale se trompe ou rejette certaines écritures de manière intempestive, la collectivité devant alors tout remettre en chantier. Voilà. Huitième recommandation, établir et présenter au conseil municipal un plan d'assainissement financier sous la forme d'un engagement pluriannuel avec des objectifs chiffrés réalistes. C'est la programmation financière. Voilà, c'est un document qui est complexe. Et donc on s'efforce, on travaille sur la base d'une programmation financière qui n'est peut-être pas aussi détaillée que celle qui est demandée par la Chambre régionale des comptes. Mais le budget est établi chaque fois sur la base d'une programmation financière, bien évidemment, pluriannuelle. Et notre objectif étant de poursuivre le désendettement de la ville, action qui est engagée depuis le début du mandat et qui aura ramené la dette d'environ 38 millions d'euros
à environ 32 millions d'euros en fin de mandat. 9e recommandation, poursuivre les renégociations d'emprunts dont le taux est supérieur à 3,5%. Alors, tous les emprunts dont le taux est supérieur à ce taux ont une durée restante inférieure à 3 ans, et donc il paraît très difficile de les renégocier. Voilà. 10e recommandation, lancer pour la bonne information du Conseil une étude d'évaluation des transferts de compétences. Donc une délibération annuelle, je le rappelle, retrace tous les échanges croisés, aussi bien liés à la CLEC, donc à la Commission locale d'évaluation des charges transférées, que hors CLEC, dans les relations courantes entre la ville et la communauté d'agglomération. 11e recommandation, annexer la liste des biens de la commune susceptibles d'être cédés au plan pluriannuel d'assainissement financier. Voilà, on rappelle qu'il y a des sessions tous les ans. Nous avons encore évoqué ce matin le cas d'un immeuble qui pourrait être cédé. Je dois dire que ces dernières années, il y a eu un travail important pour se défaire d'un patrimoine qui n'avait pas d'affectation d'utilité précise ou d'utilité à terme, que la ville a par ailleurs acquis un certain nombre de biens immobiliers, mais qui correspondent à des objectifs précis. Je pense par exemple à l'achat récent de la maison Lédier, avec l'idée à terme d'y installer les archives municipales, puisque c'est un point sur lequel nous sommes toujours hors des règles qui s'imposent normalement aux collectivités. Alors, lancer une étude, voilà, ça on l'a vu. Présenter chaque année au conseil municipal un rapport sur l'exécution du plan pluriannuel d'assainissement financier. Voilà, c'est ce que nous faisons à l'occasion de chaque budget, notamment, j'ai évoqué tout à l'heure la réduction de l'endettement, hein, que nous évoquons, sur laquelle nous faisons le point lors du vote de chaque budget annuel. 13e recommandation, achever la procédure de régularisation de la situation des agents mis à disposition des associations par la mise au point de conventions et par la demande de remboursement des rémunérations et cotisations correspondantes. Tout cela, aujourd'hui, est fait conformément aux exigences de la Chambre régionale des comptes. 14e recommandation, être partie prenante dans l'élaboration du schéma de mutualisation de l'intercommunalité. Voilà, là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas considérablement progressé. Le schéma de mutualisation dépend de la communauté d'agglomération. Il y a des efforts qui sont engagés sur un certain nombre de logiciels de gestion des ressources humaines, de gestion financière. La mutualisation de certains services est toujours en discussion. Je rappelle que nous avons demandé en particulier qu'une étude d'ensemble soit menée sur la mutualisation des centres techniques dépendants de l'intercommunalité et centres techniques municipaux, parce que là, il y a certainement des gains et une meilleure efficacité à obtenir assez rapidement. Compléter la convention cadre et établir un bilan annuel des échanges de prestations entre la ville et l'intercommunalité. Voilà, donc ça, je dirais, ça c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Définir une véritable stratégie de maîtrise des effectifs et se doter des outils nécessaires pour la mettre en œuvre. Bon, je crois qu'il y a eu un effort considérable pour maîtriser effectivement les effectifs et réduire et que tous les besoins de remplacement n'ont pas été systématiquement comblés, c'est-à-dire qu'on a des personnels, on aura d'ailleurs dans les prochaines années, chaque année, plusieurs dizaines de personnes qui arriveront à l'âge de la retraite, et donc il y aura bien sûr des recrutements, mais que notre souci, c'est d'éviter de remplacer systématiquement tous les agents qui partent. Donc on a réussi d'ailleurs à contenir relativement le niveau des dépenses de personnel, malgré un certain nombre de décisions nationales, notamment la réforme PPCR et la suppression des emplois d'avenir. Et j'ai demandé aussi qu'on essaie d'engager une démarche de type GPEC compte tenu du nombre d'emplois, du nombre de départs en retraite et d'emplois de recrutement auxquels on aura à procéder dans les années à venir. Réduire progressivement l'écart entre la durée légale et la durée effective du travail. Bon, c'est un sujet, vous savez,
qui est évoqué actuellement dans les médias. Je pense qu'il y a une loi qui devrait intervenir assez prochainement sur cette question. Bon, nous avons effectivement un certain décalage entre la durée effective et la durée légale, mais j'ai dit, et je le redis, c'est vrai que notre mode de fonctionnement, à l'échelle d'une ville comme Bergerac, on est amené quand même à solliciter les agents souvent sur des événements, des sinistres qui font qu'on est amené à les mobiliser en dehors des heures normales de travail. Donc on considérait jusqu'à présent que c'était un peu la contrepartie de ce décalage qu'il y avait par rapport à l'heure légale. Donc voilà. Mais de toute façon, si la loi l'impose, eh bien on sera amené à se mettre en conformité totale avec la loi, mais je ne suis pas sûr qu'on y gagne en efficacité par rapport aux contraintes que subit une collectivité comme la nôtre, où les imprévus sont quand même assez nombreux et assez contraignants. Ensuite, 18e recommandation, mettre en place une gestion centralisée des heures supplémentaires et en présenter au conseil municipal un bilan exhaustif. Donc un travail a été mené pour limiter le paiement des heures supplémentaires à certaines fonctions ou certaines situations précises. Il y a une volonté vraiment de contenir et de maîtriser bien les heures supplémentaires. L'effort de centralisation est en cours et j'espère qu'on pourra vous en faire un point complet d'ici la fin de cette année. 19e recommandation, remettre en place en cas d'absentéisme un délai de carence au-delà duquel une réduction du régime indemnitaire interviendrait. Alors, cette recommandation n'a pas été mise en œuvre. La loi a cependant mis en place un délai de carence d'1 jour pour les fonctionnaires, carence qui s'applique aussi bien au traitement qu'au régime indemnitaire des agents. Et enfin, 20e recommandation, mettre en place un plan d'action pour une plus grande gestion prévisionnelle des emplois et compétences. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure et que nous avons demandé à la direction des ressources humaines et au secrétariat général d'engager cette démarche qui est indispensable pour les années futures. Voilà, y a-t-il des observations sur ces observations? Pas d'observation. Donc nous abordons le premier dossier, la première délibération, qui est le vote des taux de fiscalité 2019. Et je vais demander à Adib Benfedoul de présenter cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc c'est une délibération qu'on a présentée tous les ans durant ce mandat. J'ai toujours été court pour présenter ces délibérations et je ne vais pas changer aujourd'hui. Tout simplement rappeler que c'était un engagement fort de notre équipe devant les Bergeracois et cet engagement a été respecté durant tout le mandat. Rappeler aussi que c'est le fruit de l'effort de tous les élus de la majorité, sans distinction. Nous avons suivi et respecté la feuille de route tracée par le maire et l'effort des élus de la majorité a permis aujourd'hui de vous présenter encore des taux stables. Et enfin, saluer et remercier les services de la ville qui ont contribué largement à cette stabilisation. Donc je vais présenter ce rapport en disant que on propose les taux 2019, des taux inchangés par rapport à 2018, à savoir taxe d'habitation 13,89%, taxe sur le foncier bâti 34,47% et taxe sur le foncier non bâti 134,51%. Donc il est demandé, il est proposé au conseil municipal de valider ces taux pour l'année 2019. Bien, y a-t-il des observations? Oui, monsieur Zapera. Oui, merci monsieur le maire. Donc une question pour aussi monsieur Benfedoul. Du coup, la fiscalité, vous proposez de ne pas la changer, comme vous dites ne pas l'avoir changée depuis le début de votre mandature.
je voudrais juste rappeler, et on n'ira pas plus loin dans la polémique, que quand le citoyen de Bergerac ouvre sa feuille d'impôt, s'il a sa colonne municipale, ou sa colonne communale ou sa part intercommunale, il pourra bien voir qu'il y a des choses qui ont évolué et que les élus qui siègent à la CAB, ils vous ressemblent, M. Benfedoul, c'est pas votre frère jumeau, c'est... Mais moi j'avais une autre question, on peut finir la polémique, c'est du passé. Maintenant le futur. Donc le futur, M. Benfedoul, il y a 15 jours, on a pu voir, tout pimpant sur une photo et des vidéos dans le Sud-Ouest, comme quoi vous étiez candidat dans la dispersion de l'équipe du rassemblement de M. Gaï, puisque d'un côté on a Priolo, d'un côté on a M. Benfedoul, de l'autre on a M. Ruet. Et donc ma question était la suivante, une de mes questions était la suivante, vous disiez dans cette interview que vous n'augmenteriez pas la fiscalité sur Bergerac dans les prochaines années. Et donc, à moins d'avoir une boule de cristal ou d'être copain avec Emmanuel Macron et sa fameuse Startup Nation, comment pouvez-vous savoir qu'il ne va pas y avoir de nouvelles coupes sur les collectivités territoriales, et notamment notre commune? Voilà, c'est la question que je me posais face à ce manque de prudence que vous avez annoncé dans la presse. Bien, monsieur Zappera, le débat sur les municipales 2020 n'est pas encore vraiment engagé, même s'il y a des candidatures qui se manifestent, mais je dirais, c'est pas le lieu ici d'engager cette discussion. Par contre, je fais observer que nous avons subi les baisses de dotation en début de mandat et que pour autant, nous n'avons pas augmenté la fiscalité. Par compensation, comme l'ont fait un certain nombre de communes. Voilà. Alors, qui est... Et de départements. Et de départements, oui, ça c'est... Voilà, alors, je pose la question. Qui est pour cette... qui évoque les taux de la fiscalité? Oui, et il a un nom, Benfedoul, c'est qu'il arrive à rassembler ce que vous avez exclu dans votre rassemblement. Ça aussi, écoutez, monsieur... D'abord, il y a des personnes qui se sont exclues toutes seules, et deuxièmement, encore une fois, ce débat qui intéresse beaucoup les Bergeracois, il a sa place sur la place publique, mais je dirais le conseil municipal, c'est quand même pas vraiment le lieu d'aborder ces questions. Alors, qui est d'accord pour voter la stabilité des taux de la fiscalité? Très bien, même vous le votez. Donc c'est parfait. Augmenter les impôts, c'est très bien. Alors, attribution de subventions pour l'année 2019, Francis Delteil. Merci, monsieur le maire. Alors ce soir, le conseil municipal est invité à se prononcer sur les attributions de subventions aux associations pour l'année 2019. 143 dossiers de demande de subvention ont été enregistrés et se répartissent comme suit. Pour la direction de la vie de la cité, 82 dossiers. Pour la direction des affaires sanitaires et sociales, 45 dossiers. Pour le cabinet du maire, 5 dossiers. La direction des affaires générales, 8 dossiers. La direction des services techniques, 2 dossiers. Et la direction générale des services, 1 dossier. Conformément au décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, les fonctionnaires mis à disposition des associations sont désormais comptabilisés et font l'objet de flux financiers. Concernant les modalités de versement, il est proposé de conditionner les paiements à la production des documents suivants: le compte financier présenté à la dernière Assemblée générale et l'avis d'inscription au répertoire SIRET ou à défaut récépissé d'enregistrement en préfecture. Concernant l'échéancier du versement, il est proposé le calendrier suivant: les bourses emploi, paiement par 12e à la fin de chaque mois sur présentation du bulletin de salaire de l'agent recruté. Le dernier paiement sera effectué sur présentation de l'état des salaires réellement versé sur exercice au plus tard le 15 décembre 2019. Les subventions de fonctionnement. Les subventions supérieures ou égales à 15 000 €, versement en 3 fois. Un tiers du montant dès la délibération rendue exécutoire, un tiers courant juillet et le solde courant septembre. Pour les subventions supérieures ou égales à 75 000 € sur présentation du bilan financier certifié par le commissaire aux comptes. Les subventions comprises entre 1 500 et 15 000 €, versement en 2 fois,
50% à délibération rendue exécutoire et 50% en septembre. Les subventions inférieures ou égales à 1 500 €, le versement en une seule fois, courant juillet. Il est rappelé que pour les associations ayant bénéficié d'avance, celle-ci est intégrée dans le montant attribué. Il est également proposé au conseil municipal d'approuver les conventions d'objectifs à conclure avec des associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €. Il s'agit de l'ADIC Bergerac 95, la Radio Vallée Bergerac, Maison de l'Emploi Sud Périgord, la Mission Locale, le Club des Retraités Loucantou, le Bergerac Périgord Football Club, le Bergerac Périgord Pourpre Handball, l'USB Rugby de la Vallée de la Dordogne, le Sport Nautique de Bergerac, l'Union Sportive Bergerac Omnisport et l'Union Sportive LACAP, et l'avenant avec le Comité des œuvres sociales de Bergerac. Le conseil municipal est appelé à approuver les propositions de subvention telles que présentées dans le tableau ci annexé, à approuver les modalités et le calendrier de versement des subventions telles que présentées, à autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens conclue avec le comité des œuvres sociales, les conventions d'objectifs et de moyens avec les associations percevant une subvention supérieure à 23 000 € citées précédemment. Et bien sûr, le tableau d'attribution est joint à cette délibération. Bien. Oui. Voilà. Écoutez, moi je rappelle que globalement l'enveloppe est un tout petit peu, je crois, supérieure à celle de l'an dernier, bon, mais très, très légèrement. Je crois que globalement, tout compris, hein, parce que ce qui rend les choses un petit peu complexes, c'est qu'il y a à la fois les subventions proprement dites, mais il y a aussi, à côté des subventions, il y a les mises à disposition de personnel, et il y a les bourses emploi, il y a des subventions exceptionnelles. Il y a également, pour avoir une vision totale, il faudrait tenir compte des subventions attribuées par le Centre communal d'action sociale et des subventions, vous en avez la liste, et des subventions qui ne sont pas encore attribuées, mais qui sont attribuées au titre de la politique de la ville. Voilà. Donc c'est vrai que la très grande masse des subventions concerne en priorité les associations sportives, mais je rappelle la situation un peu particulière de notre ville qui, en ce domaine, des charges de centralité tout à fait considérables, parce que tous les clubs sportifs se trouvent à Bergerac, tous les équipements, les grands équipements se trouvent à Bergerac, et de ce fait, c'est la ville qui porte des dépenses qui en réalité concernent souvent l'ensemble de l'intercommunalité et au-delà même l'ensemble de l'arrondissement. Donc c'est une situation sur laquelle personnellement j'ai attiré depuis un certain temps l'attention de mes autres collègues maires et en particulier de nos collègues de l'intercommunalité. Bon, il y a une prise de conscience qui commence un petit peu à se dessiner, mais c'est vrai que c'est une situation qui reste très lourde pour la ville de Bergerac, et il faudra que dans les années futures, on arrive à des solutions du type de celles qui sont pratiquées par exemple au sein du Grand Périgueux, où la répartition de la prise en charge des grands clubs sportifs est mieux partagée entre la ville de Périgueux et les communes voisines, et entre les communes et l'intercommunalité. Donc je dirais là-dessus, la prise de conscience commence à se faire progressivement, mais on part quand même ici de très loin. Ça s'explique aussi, il faut le dire, dans la mesure où entre Bergerac, qui compte 30 000 habitants, et les autres communes, la première commune derrière Bergerac, c'est Prigonrieux, qui a un peu plus de 4 000 habitants, c'est vrai qu'il y a un écart assez considérable. Je rappelle aussi que dans certains domaines, les compétences sont aujourd'hui partagées entre la ville et l'agglomération. C'est le cas en particulier sur tout ce qui a trait à la culture, où la ville est présente, continue à avoir une politique culturelle et à soutenir un grand nombre d'associations.
mais aujourd'hui, beaucoup de manifestations, beaucoup d'événements culturels sont portés par l'agglomération. Et enfin, je le dis, alors la ville est très présente sur un terrain qui est inhabituel pour les villes, qui est celui de l'emploi et de l'insertion, sur lequel nous menons un effort souvent bien supérieur à celui des autres communes, parce que généralement, ces actions ont été, elles, transférées au niveau intercommunal. Et nous sommes également présents sur l'action sociale. Mais je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir une approche complète de l'action sociale, il faut rajouter, dans bien des cas, Gilbert Blanc peut-être apportera des précisions là-dessus, il faut ajouter les aides du Centre communal d'action sociale, les subventions du CCS, qui sont elles aussi relativement importantes. Voilà ce que je voulais dire en préambule, mais si vous le souhaitez, le débat est ouvert. Oui, Madame Blanc. Oui, Monsieur le maire, merci. Simplement pour préciser une chose aussi, c'est que les subventions s'ajoutent parfois, et notamment pour tout ce qui est de l'action culturelle. Il y a des conventions culturelles du département. Nous étions, il y a 2 jours, avec Adib, recevant les différentes associations. Et il est vrai que, par exemple, toutes les associations qui sont présentes ici et qui organisent un festival, par exemple, sont prises en charge aussi par le département. Donc ça vient s'ajouter à ce que vous versez déjà. C'est le cas des clubs sportifs d'envergure départementale aussi qui sont présents sur cette liste. Merci. Monsieur Zappera. Juste une question. Est-ce que le prix de matériel est valorisé dans ce montant-là ou c'est vraiment... Non, non, il n'est pas valorisé. Le prix de matériel, non, parce que c'est ce que je disais. Il y a à la fois les équipements ne sont absolument pas valorisés. C'est quand même une charge... Quand on voit la disposition du personnel, par exemple, toutes les barrières, etc., vous considérez non, ça, c'est pas valorisé. C'est pas valorisé. Oui. Alors, Monsieur Stéphano me signale que c'est annexé, si c'est pris en compte dans le compte administratif, il y a un document qui reprend effectivement toutes les aides qui ont été apportées, mais ça ne figure pas ici. Bien. Pas d'autres observations. Alors, puisque tout le monde... Alors, c'est un petit peu compliqué le vote, dans la mesure où, je dirais, par obligation d'ailleurs, souvent, un certain nombre d'élus sont présents dans différentes associations, liées par fonction. Et donc, à ce titre, normalement, on ne doit pas prendre part au vote. On ne va pas passer en vue toutes les subventions, mais est-ce que tout le monde est d'accord pour considérer que ceux qui sont impliqués dans certaines associations seront considérés comme n'ayant pas pris part au vote pour les associations qui les concernent? Voilà. C'est un peu formel, mais c'est comme ça. Il y a la DIL 24, il y a la DIC, il y a l'Union familiale bergeracoise, la mission locale, la maison de l'emploi, Loucantou, l'association des donneurs de sang, le club Stella, le Souvenir français, le COS, le centre, le comité des œuvres sociales de la ville, le VTT Club, le team cycliste Dordogne Sud, l'USB Rugby, le CIDEF, la DAVIP et la LEP. Et l'Union musicale bergeracoise. Voilà. Oui, parce qu'on ne sait pas dans tous les cas. Donc on considère que ne prennent pas part au vote pour les subventions aux associations dans lesquelles ils sont présents, ceux des élus, mais si on retirait tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont présents dans une association, il ne resterait plus, je pense qu'on n'atteindrait pas le quorum. Et je répète que dans bien des cas, parce qu'on a essayé de limiter au maximum la participation des élus aux associations, dans bien des cas, on est présent, mais on est présent par obligation. Voilà. Alors, oui, Monsieur Blanc. Dans le cadre de la culture,
Oui. Dans le cadre de l'accueil de jour aussi. D'accord. Au titre de l'accueil de jour, en papier, vous ne votez pas. C'est à part. Mais il n'y a pas de subvention. D'accord. Bien. Alors, sous ces réserves, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien. Alors, versement d'une subvention d'équilibre au Centre communal d'action sociale de la ville de Bergerac, Gilbert Blanc. Merci, Monsieur le maire. Le conseil d'administration du CCAS s'est réuni le 6 mars dernier pour voter le compte administratif et l'affectation des résultats de l'exercice 2018. Les résultats de fonctionnement de l'exercice ont été constatés comme suit. Budget principal du CCAS. Résultat de l'exercice, excédent 128 109,16 €. Résultat reporté de l'exercice antérieur, ligne 002 du CA, déficit 258 101,61 €. Résultat de clôture à affecter, déficit 129 992,45 €. Le budget annexe de la résidence autonomie, puisque c'est deux budgets à part. Résultat de l'exercice, excédent 127 081,20 €. Résultat de l'exercice antérieur, ligne 02 du CA, déficit 310 857,83 €. Résultat de clôture à affecter, déficit 183 777,63 €. Il est donc demandé au conseil municipal de voter une subvention pour financer les déficits de l'exercice 2018 d'un montant total de 313 770,08 €, 129 992,45 € pour le budget du CCAS, 183 777,63 € pour le budget annexe des résidences autonomie. Les crédits sont inscrits au budget prévitif 2019, chapitre 65. Bien. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a eu un effort important pour réduire les déficits tant du CCAS que des résidences autonomie, parce que bon, je dirais il n'est pas forcément anormal qu'il y ait des déficits et que la ville, en ce qui concerne le centre communal d'action sociale, il y a eu quand même un effort important, je dois le dire, mené par Gilbert Blanc et l'équipe du CCAS pour mieux maîtriser ses dépenses. Je précise d'ailleurs que par rapport, nous relançons cette année le service de repas à domicile, mais dans des conditions qui sont un petit peu différentes de celles qu'on connaissait auparavant. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont inscrites à l'heure actuelle, on ne change pas les règles, si ce n'est les tarifs, mais on ne change pas le mode de distribution. En revanche, pour les personnes qui voudraient s'inscrire à l'avenir, on a modifié quand même globalement, un petit peu modifié les tarifs pour tout le monde, mais ça n'a pas d'incidence défavorable pour personne. Mais en revanche, pour l'avenir, on ne prendra pas, on ne distribuera pas les repas aux personnes qui sont au-delà d'un certain niveau de revenus, parce qu'on est obligé de concilier cette intervention, ce service du Centre communal d'action sociale avec le fait qu'il y a des prestataires privés. Donc on serait sur un terrain où on pourrait nous reprocher de ne pas respecter les règles de concurrence. Donc nous avons relancé le dispositif, mais avec un plafonnement de ressources, et d'autre part, pour les personnes qui s'inscriront à l'avenir, étant donné qu'on est en liaison froide, le service ne se fera pas forcément le matin, comme c'est le cas à l'heure actuelle, qui pourra être étalé dans la journée, les personnes recevant leur repas la veille pour le lendemain dans un certain nombre de cas. Voilà. Mais c'était une modification nécessaire parce qu'on était dans un système qui était extrêmement difficile à gérer, et si on recommence à avoir un nombre important de bénéficiaires, c'est vrai qu'il faut qu'on ait le temps d'assurer la distribution. Voilà.
Et en ce qui concerne les résidences autonomie, je dirais qu'on a, là aussi, on a bien rétabli la situation dans la mesure où on avait un certain nombre de vacances qui s'étaient développées dans certaines des résidences et qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de vacances, en particulier à la résidence Saint-Jacques. Voilà. Et la résidence Montesquieu. Il y en a un petit peu à Montesquieu. Voilà. Et je précise aussi, parce que nous sommes toujours dans la perspective, avec des perspectives différentes pour chacune de ces résidences, puisque les conventions initiales sont arrivées à leur terme, qui dataient des fins des années 70, début des années 80, c'était des baux à construction. En ce qui concerne la résidence Saint-Jacques, bon, là, le bail à construction arrivera à terme beaucoup plus tard, d'ici dans les années 45-50. Donc, voilà, on conserve bien sûr la résidence Saint-Jacques. En ce qui concerne la résidence Montesquieu, nous sommes en train de travailler au lancement d'une procédure de délégation de service public. Donc pour assurer à la fois, puisque peut-être d'ailleurs une concession de service public pour assurer en même temps la rénovation du bâtiment. Et en ce qui concerne la résidence Montauroy, dont la propriété revient maintenant, est revenue à Mesolia, au groupe Mesolia, nous avons demandé à rencontrer les dirigeants de Mesolia. Ce que nous souhaitons, parce qu'on n'est pas sûr que Mesolia souhaite garder cet établissement comme résidence pour personnes âgées, comme résidence autonomie. Donc nous, notre volonté, c'est d'obtenir un délai de plusieurs années, de l'ordre de 5 ans, pour permettre le relogement progressif des personnes qui se trouvent actuellement à la résidence Montauroy, mais que ça se fasse dans des conditions, ça se passe sous la pression. Voilà. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes engagés. Y a-t-il des observations? La même pour la forme et pour laisser témoignage comme à chaque séance de conseil municipal, c'est quand même navrant que la loi nous oblige à raisonner en termes d'excédent et de déficit par rapport à un centre communal d'action sociale, parce qu'on met le doigt, et on le sait, dans une logique qui dit mais forcément c'est déficitaire l'action sociale, et quand on est dans le cœur de la pauvreté comme on est à Bergerac, ça sera toujours déficitaire. Donc, oui, il faudrait mieux parler en termes de subventions. Et il y a un moment donné, voilà, ça fait quand même, ça tord un peu le ventre de voir des choses comme ça chaque année. C'est vrai, mais en même temps, ça oblige quand même à s'interroger en permanence sur la valeur des dispositifs d'action qu'on met en œuvre. Bon, c'est sûr que sur le portage de repas, ça nous a conduit quand même à mener une réflexion qui était vraiment nécessaire, parce qu'il y avait de mauvaises habitudes qui avaient été prises, et on a été dans un premier temps amené à stopper, à ne pas reprendre de nouveaux bénéficiaires de ce service. On a pu réorganiser les choses, et maintenant on est en mesure de relancer plus efficacement ce service. Donc voilà, ça aussi quand même, ça nous oblige à repenser régulièrement les actions. Donc voilà, je comprends votre idée, on est tout à fait d'accord sur l'idée qu'on a absolument besoin de mener ces actions, mais je veux dire aussi, il faut le faire avec un souci, un minimum de rigueur dans la manière dont les actions sont menées. Voilà. Bien, sous ces réserves, qui est pour? Voilà, c'est adopté. Soutien au projet des conseils de quartier, Jonathan Priolo. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, sur la ville de Bergerac, nous avons 6 conseils de quartier, avec chacun une enveloppe de 4 500 €, sauf le quartier de la Cône qui a 3 000 €, avec une partie qui est plutôt liée à l'investissement, avec des aménagements dans les quartiers, et une partie plutôt pour du fonctionnement, et donc les conseils de quartier se reposent sur les associations de quartier. Et donc pour soutenir certaines manifestations, certaines animations, il vous est proposé de subventionner 3 associations de quartier. La première, de l'Arc-en-Ciel au barrage, pour 1 500 € pour diverses animations, location du foyer chapelle du Pont-Roux, une sortie en bus, et également le repas de fin d'année.
Pour le conseil de quartier de la Cône, il est mentionné 1500 € pour l'association de la Cône pour la voisinade, mais je rappelle que c'est pour l'ensemble des animations qui auront lieu sur la Cône, avec également vide-grenier, marché de Noël, au moment d'Halloween également des animations pour les enfants. Et enfin, pour le conseil de quartier sud des Rives de l'Avenir, il est proposé une subvention de 1500 € pour l'association Rive Gauche, pour la fête de quartier. Et je rappelle que c'est l'asso qui va être un petit peu porteuse de la fête de quartier, mais il y aura différentes associations sur le territoire qui participeront financièrement, avec Power Siam, Pichoun, Acop Vetka, donc tout ne sera pas non plus pour l'association Rive Gauche. Donc ces crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la ville au chapitre 65. Ces projets devront faire l'objet d'un bilan chiffré à la suite de leur réalisation. Et je rappelle que nous avons fait dans cette salle même au mois de mars une réunion avec l'ensemble des présidents de conseil de quartier et monsieur le maire pour valider l'ensemble des projets 2019, faire un bilan compte-rendu des projets 2018 qui ont été menés par les conseils de quartier. Et donc il vous est proposé, chers collègues, d'attribuer les subventions de 1500 € à l'association de l'Arc-en-Ciel au barrage, également à la Cône, l'association et Rive Gauche. Moi, je rappelle quand même qu'un budget annuel est affecté aux associations et aux conseils de quartier, qu'il y en a une partie effectivement qui va vers des dépenses de fonctionnement, mais qu'il y en a quand même une partie la plus importante qui va normalement sur du ciblage d'investissement par les conseils de quartier. Voilà, donc il faudrait peut-être rappeler aux conseils de quartier que leur relation avec la ville, ça ne consiste pas uniquement à leur attribuer des subventions pour des manifestations festives, ce qui est très bien, mais que c'est aussi pour les inciter à cibler un certain nombre d'actions qui concernent l'ensemble de leurs concitoyens. Voilà, très bien. Bien, y a-t-il des observations? Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Attribution de bourse pour l'accompagnement d'athlètes de haut niveau, Marie-Lise Potron. Chani Bru, skateuse de Bergeracoise, fait partie de l'équipe de France et est présélectionnée aux Jeux Olympiques de 2020 avec la Fédération française de roller et skateboard. Cette athlète est inscrite sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau, catégorie élite. Après sa 3e place au championnat d'Europe en septembre, l'athlète a terminé 17e au championnat du monde en Chine et première européenne. Par ailleurs, Victor Cazouran est un basketteur prometteur de 14 ans, licencié à l'USB Basket. L'athlète est inscrit sur la liste ministérielle des sportifs espoirs de haut niveau. Son niveau de pratique lui a permis d'intégrer le pôle espoir basketball de Limoges. Le niveau de pratique de ces deux sportifs bergeracois implique un accompagnement financier afin de faire face aux frais engagés sur la saison 2019. La ville souhaite soutenir Chani Bru et Victor Cazouran en tant que sportifs de haut niveau, représentant Bergerac au plus haut niveau de la compétition. Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 sur la ligne 67 14 40. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer à ces sportifs une bourse d'athlète de haut niveau d'un montant de 600 € pour Chani Bru et d'un montant de 400 € pour Victor Cazouran, et d'autoriser le maire à signer les conventions correspondantes. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Voilà, c'est adopté. Alors, mise en place de prestations de services pour le compte de la communauté d'agglomération bergeracoise. Bon, je vais présenter en termes clairs cette délibération qui est rédigée en termes peu explicites. Voilà. Donc, quel est l'objet de cette délibération? Il est très simple. Ma directrice de cabinet, Fatima El Arch, est amenée à travailler de plus en plus régulièrement avec la communauté d'agglomération bergeracoise, en particulier pour coordonner les réunions de travail des responsables de la ville et de la communauté d'agglomération et faire en sorte qu'on travaille dans des conditions aussi optimisées que possible, parce que vous savez que l'intercommunalité, le président de l'intercommunalité est lui-même élu, qu'il a des obligations professionnelles par ailleurs, qu'une grande partie des membres du bureau de l'intercommunalité sont dans des situations comparables.
Donc il est souvent assez compliqué d'organiser l'agenda de telle sorte que l'on fasse bien coïncider les obligations des élus de la CAB et des élus de la ville. Donc il a paru utile que Madame Elarch aille passer une partie de la semaine auprès de la communauté d'agglomération pour mieux assurer cette coordination. Donc ce qui est prévu, c'est qu'elle y va 12 heures par semaine et que dans ces conditions, le temps qu'elle passe à la communauté d'agglomération sera pris en charge par celle-ci. Voilà. Il y a un besoin de coordination qui est évident entre la ville et la CAB. Et donc, c'est cette mission qui est visée dans cette délibération. Voilà. Monsieur Zapera. Oui, une question qui relève du bien-être des salariés à la ville, du coup, et plus particulièrement pour votre collaboratrice, Madame Elarch. Donc, j'aimerais savoir, elle conserve du coup elle est cadre à la ville et elle conserve son 35 heures à la ville de Bergerac. Non, elle a son emploi du temps comprend les 12 heures qu'elle passe, et dans son emploi du temps, il y a les 12 heures qu'elle passe à la CAB. D'accord. Voilà. Donc il y a un avenant qui est fait, je suppose, au contrat de travail, voilà, quelque chose qui précise et qui permet d'acter qu'elle a une globalité de 35 heures. Parce que moi, non, mais sur son emploi du temps, il n'y a pas de modification de son emploi du temps. Simplement, il y a une partie de son temps, au lieu de le passer à la ville, elle va le passer à la CAB, parce qu'il est apparu qu'en réalité, elle était de plus en plus sollicitée du côté CAB. Donc la rémunération reste assurée par la ville de Bergerac. La rémunération, sous réserve de cette convention, la CAB prend en charge la partie qui correspond aux 12 heures de travail faites à la CAB. Voilà. Elle rembourse la ville. Elle rembourse la ville, mais Madame Elarch... C'est pas la CAB qui la rémunère dans la convention, c'est la CAB qui rembourse la ville. C'est la CAB qui rembourse la ville. Voilà. D'accord. Voilà. Donc juste pour vous rappeler que... C'est un exemple de mutualisation. Oui, mais moi je pense qu'il faut qu'on fasse attention au burn-out des salariés parce que vous indiquez quand même dans le dossier numéro 2, qui était le rapport de la Cour des comptes à la question numéro 18, à l'observation, que vos cadres ne se font pas payer les heures supplémentaires, ils ne les récupèrent pas. Donc si vous les faites travailler à la ville et à la CAB, je vous rappellerai juste que le Code du travail ne permet pas aux salariés de travailler plus de 44 heures sur 12 semaines cumulées. Je vais vous répondre, Monsieur Zapera, que Madame Elarch a un emploi du temps qui comporte peu d'heures supplémentaires. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a... On lui a dit qu'il fallait d'ailleurs qu'elle limite le nombre de... qu'elle veille attentivement à son emploi du temps. Et deuxièmement, effectivement, vous me dites qu'il y a un certain nombre de cadres qui font des heures supplémentaires non rémunérées comme heures supplémentaires, mais ils perçoivent malgré tout des indemnités à ce titre. Voilà. Oui, mais ils ne doivent pas travailler plus de 44 ans, monsieur. Pardon ? Faire attention à ce que les gens ne fassent pas de burn-out en travaillant plus de 44 ans. Écoutez, voilà. Je veux dire, on n'a pas de cadres qui font des burn-out parce qu'ils n'ont pas travaillé plus de 40 ou 44 ans. Non, je parle de cadres de cabinet. Hein? Des cadres de cabinet. Des cadres de cabinet, on n'a pas de cadres de cabinet. Vous êtes passager. Pardon? Non, on n'a pas de cadres de cabinet qui font du burn-out. Vous êtes passager. Écoutez, on est attentif au respect des horaires, mais je le dis aussi, quand on est cadre, on est souvent amené, il faut le dire, à travailler plus de 35 heures. Ça n'a pas... voilà. Ça dépend, il y a des périodes, quand on est dans la préparation du budget, quand on est dans la préparation d'un conseil municipal, bah, il peut arriver qu'on travaille plus de 35 heures, effectivement. Voilà. Moi, j'ai été fonctionnaire parlementaire. Je peux vous dire que c'est un régime qui est bien pire que celui-là. Bon, il y a des contreparties en termes d'indemnité. Je pense que travailler dans un cabinet avec vous quand vous étiez plus jeune, ça devait pas être rigolo. Comment? Ça devait être rigolo aussi, je pense. Je pense au maire de Ribérac qui n'a pas beaucoup rigolé avec vous quand vous étiez. Oui, mais je n'ai pas forcément, moi non plus, toujours rigolé avec lui. Ouais. Mais bon, je pense pas que ça lui a été ça a été si négatif que ça pour lui, puisqu'il a persisté dans la voie municipale. Donc voilà. Je pense que ça a été une expérience qui lui a été profitable. Bien. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté.
Création d'emplois non permanents pour faire face aux accroissements temporaires d'activité. Marc Léturgie. Oui, merci Monsieur le maire. Selon la délibération que vous avez sous les yeux, il s'agit effectivement... Merci. Selon la délibération que vous avez tous sous les yeux, il s'agit... La ville a déjà un nombre de 56 emplois non permanents. Il s'agit, pour des raisons d'amélioration du service suite à une intensification de la charge ou de remplacement suite à des absentéismes pour raison de maladie, de rajouter 2 emplois non permanents complémentaires, l'un dans le cadre du service politique de la ville, avec un gardien de quartier à temps complet, en tant qu'adjoint technique territoriaux, et un pour les centres, au niveau des centres sociaux, un conseiller en économie sociale et familiale, à temps complet aussi. C'est le cadre d'emploi, assistants socio-éducatifs territoriaux. Les crédits correspondants sont bien entendu inscrits au budget et le conseil municipal est appelé à adopter la création de ces emplois et à autoriser, s'il vous plaît, et à autoriser le maire à procéder au recrutement et à signer les contrats correspondants. Bien. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, c'est une délibération. Oui, monsieur. Bien. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Création de 2 postes supplémentaires dans le cadre du dispositif PEC, Parcours Emploi Compétences, Liliane Brandly. Oui, merci monsieur le maire. Alors, par délibération du 7 juin 2018 et du 20 décembre 2018, le conseil municipal a décidé la création de 12 postes pour le recrutement d'agents contractuels dans le cadre du parcours emploi compétences PEC. 6 de ces postes sont actuellement pourvus dans les services du CTM atelier mécanique, CTM propreté, éducation, espace paysager et abattoir. Et aujourd'hui, le centre municipal de santé fonctionne avec 2 secrétaires à temps complet pour une ouverture sur 5 jours et demi, du lundi matin au samedi matin, soit 49 heures d'ouverture du centre. Il convient aujourd'hui de modifier ce fonctionnement afin notamment de faciliter les remplacements durant les absences. Et donc, il est proposé de remplacer un poste de secrétaire à temps complet par 2 postes à temps non complet à hauteur de 20 heures hebdomadaires. Et le conseil municipal est appelé à créer dans le cadre du parcours emploi-compétences, PEC, 2 postes de secrétaire médical à temps non complet, 20 heures par semaine chacun, et autoriser monsieur le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires à ces recrutements. Les crédits correspondants sont bien sûr inscrits au budget chapitre 12. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. J'en profite pour dire que nous sommes de nouveau avec 4 médecins au centre municipal de santé, 3 à temps plein et un 4e médecin qui intervient dans le cadre de vacations. Pardon? On pose la question comment ça va se paraître dans l'axe de campagne d'Adi Belfedoul avec notre ami Gaël Blanc qui est totalement opposé. On attend de voir si elle va voter. Je rappelle à Cédric qu'il y a d'autres candidats autour de cette table. Hein, là. Je suis pas... Alors, qui est pour? Excusez-moi. Oui. Madame Blanc. Je rappellerai à monsieur Zapera que je ne l'autorise pas à me comparer à un animal. Et que la décence et même le respect de la parité ne l'y autorise pas. Et monsieur, vous me ferez des excuses. Bien, bien. Allez, qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Non mais la carte et le lapin, Madame Blanc, sont quand même des images. Mais peu importe. Ça n'est pas injurieux. Mais peu importe, il s'y pliera.
Bon. Alors. Ça, c'est mal le connaître. Silence. Et alors, vous serez plus pour un bout. Allez, Madame Blanc. Modification. Je reste que je suis. Modification de la délibération. Allez, s'il vous plaît. Modification de la délibération relative aux astreintes de la ville de Bergerac, Marc Pétrosy. C'est-à-dire que... c'est une délibération qui revient, on en a déjà eu une il y a quelques mois, pour essayer d'améliorer effectivement le service, les services publics. Là, vous avez sur cette délibération le tableau qui vous présente déjà ce qui existe au niveau du centre technique municipal, du gardiennage des salles, du service population et de la police municipale. Il s'agirait là de rajouter une astreinte pour le CTM, à savoir un électricien, puisque pendant la période estivale et où les manifestations sont nombreuses, on est souvent amené à faire appel à un agent le samedi, le dimanche, pour effectivement gérer la situation qui peut se poser. Donc à ce titre-là, le conseil municipal est appelé à modifier le système d'astreinte tel que défini ci-dessus, autoriser le versement des indemnités prévues par les textes sur la base d'un état mensuel nominatif attestant de la réalisation des dites astreintes. Et enfin, fixer la date de mise en œuvre de ces nouvelles modalités au lundi 6 mai 2019. Voilà. Bien, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, modification de la charte des conseils de quartier, Jonathan Priolo. Oui, merci Monsieur le maire. On a parlé des conseils de quartier tout à l'heure. Là, on revient sur la charte, effectivement, qui a été entièrement relue par l'ensemble des conseils de quartier actuels. Et il y a quelques changements sur la forme et sur le fond. Sur la forme, quelques phrases ont été mises en gras et soulignées, suite à la demande des conseils de quartier. Et sur le fond, il y a quelques petits changements. Sur l'article 5-1, par exemple, le conseil de quartier est ouvert à tous. Ce qu'on a souhaité, c'est qu'il puisse y avoir un maximum de personnes qui puissent venir participer à ces conseils de quartier, venir proposer différentes choses pour la ville. Également, la suppression du collège des conseils citoyens, puisqu'il n'y avait que certains conseils de quartier qui étaient sur des parties de quartiers prioritaires politiques de la ville, et donc ils ne venaient pas forcément au sein des conseils de quartier, donc il a été proposé de le supprimer. Voilà un petit peu dans les différents changements sur le fond et sur la forme, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, concours de peinture du Mai des Arts 2019, Francis Delteil. Bien, depuis de nombreuses années, la ville de Bergerac organise, dans le cadre du Mai des Arts, un concours de peinture qui a pour objectif de valoriser la sensibilisation des enfants et jeunes adultes à l'expression artistique. Le concours de peinture 2019 n'a pas de thématique, un nouveau règlement a été établi. Le conseil municipal est appelé à approuver la reconduction du concours de peinture pour l'année 2019 et à approuver ce nouveau règlement en intégrant une nouvelle grille de récompense. Bien. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Annulation de titres de recettes, redevance de l'occupation du domaine public par une terrasse. Pardon, c'est Martine Rosé. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, compte tenu des nuisances générées par les travaux quai Salvette, place de la Myrpe et place Caïla, il est proposé d'annuler les redevances pour occupation du domaine public pour certaines terrasses. Ces annulations portent alors sur la redevance de la terrasse estivale 2018 de Madame Marsonnet, gérante de l'établissement Le Richelieu, situé 23 rue des Conférences, d'un montant de 799,47 €, et la redevance de la terrasse hivernale 2018-2019 de Monsieur Krasniki,
gérant de l'établissement de l'Esplanade situé 7 rue du Port d'un montant de 1 624,20 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'annuler le titre 1063 bordereau numéro 255 daté du 25 octobre 2018 d'un montant donc de 799,47 € et le titre numéro 1352 bordereau numéro 332 daté du 19 décembre 2018 d'un montant de 1 624,20 €. Le conseil municipal est appelé à émettre un avis favorable pour ces annulations. Bien. Merci. Y a-t-il des observations? Voilà. C'est des problèmes, oui, qui sont liés, voilà, c'est lié aux travaux sur le port. Hein. Voilà, donc on est amené à réduire ce qui est demandé à certains commerçants qui sont affectés par ces travaux. Voilà. Pas d'observation. Moi j'ai une estivale. Oui. Il y a une redevance estivale 2018 qui est remise en cause. Il n'y avait pas de travaux en été 2018. Non, mais elle a subi des pertes à cause de travaux. Là, ce n'était pas les travaux du port, c'était des travaux dans un immeuble voisin du sien. Voilà, devant la rue Richelieu, effectivement, a été pénalisé par le fait que les travaux dont parle monsieur le maire ont obligé à détourner le sens de circulation. Hein, oui. Et donc condamner la rue. Comme le train. Et elle n'a pas eu de terrasse d'hiver à cause des travaux du port, parce que les travaux ont commencé à l'automne 2018. Voilà. Je suis étonné qu'il n'y ait pas le Riverside. Alors le Riverside, les discussions sont avec la CAB. Voilà. Les discussions se font avec la communauté d'agglomération. Et pourquoi? Parce que les travaux qui concernent le Riverside sont des travaux qui sont entièrement menés par la CAB. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Groupement de commande avec le Centre communal d'action sociale pour les assurances. Alain Plazy. Merci Monsieur le maire. Le marché d'assurance de la ville et du CCAS de Bergerac arrive à échéance le 31 décembre 2019. Afin de préparer cette consultation, la ville et le CCAS sont groupés avec la CAB et la commune de Trigorieux afin de conclure un contrat d'assistance à la mise en place d'une procédure de marché public. La délibération approuvant ce groupement a été prise le 20 décembre 2018. La commune de La Force n'a finalement pas adhéré à ce groupement et le SIAS, au cœur des 3 cantons, souhaite lui rejoindre ce groupement. Concernant les contrats d'assurance, la mutualisation des besoins de la ville et du CCAS permettra à ce dernier de bénéficier des prix proposés pour la ville. En effet, le volume financier est bien plus important pour la ville que pour le CCAS. Pour ce faire, il convient de constituer un groupement de commandes et de modifier le groupement de commandes conclu pour l'assistance à la mise en place d'une procédure de marché public dans le domaine des assurances. Le conseil municipal est donc invité à autoriser M. le maire à signer cette convention de groupement entre la ville et le CCAS pour les assurances et d'autoriser le SIAS au cœur des 3 cantons à rejoindre ce groupement. Voilà, M. le maire. Bien, y a-t-il pas d'observation là-dessus? Pas de demande d'explication. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Nous arrivons au contrat de projets communaux 2016-2021 avec le conseil départemental de la Dordogne. Je rappelle que le conseil départemental, et c'est une excellente chose, a institué des contrats de projets communaux pluriannuels. Celui qui est en cours porte sur la période 2016-2021. Je rappelle qu'en 2017, nous avions proposé les travaux suivants, et les subventions ont été, après discussion avec le conseil départemental, les subventions ont été attribuées, enfin sont en cours d'attribution pour la plupart, pour des travaux au centre Jacques-la-Gabrielle, la fermeture du parapluie de Cailloux, des travaux de peinture à la Saint-Anatole France, l'installation d'aires de jeu dans les espaces publics, la rénovation d'église Notre-Dame,
des travaux d'accessibilité, ce qu'on appelle l'ADAP, qui sont en cours, mais là-dessus, c'est pas terminé, et l'aménagement urbain réalisé place du Foirail. Donc nous avons encore 3 années pour l'exécution de ce contrat de projets communaux, et donc nous proposons d'affecter les subventions restantes pour 4 opérations au titre des années 2018, 2019 et 2020. D'abord la restauration des bâtiments pour la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le SIAP. C'est un projet ancien qui est lié au fait que la ville a le label Ville d'art et d'histoire, et il y a obligation de créer effectivement ce centre d'interprétation. L'idée étant de le créer en utilisant à la fois l'actuel musée de la ville et les bâtiments de la petite mission, voilà, ce qui supposera le relogement d'ailleurs de certaines associations et un certain nombre d'aménagements de ce bâtiment. Ça, c'est la première opération pour laquelle 1 million de travaux, pour laquelle nous sollicitons 160 000 € de subvention. Deuxième opération qui, elle, a été déjà réalisée, construction de nouveaux vestiaires au stade de Caen-Réal, opération qui a coûté 190 000 € hors taxe et pour laquelle nous avons sollicité 47 500 € de subvention. Troisièmement, c'est la principale opération, c'est la construction de la salle d'activité Cyrano. Je rappelle que l'objectif, c'est de créer une salle polyvalente, une salle qui permette de développer des activités associatives et sur le quartier Rive Gauche, qui souffre beaucoup du manque de salles. Et donc, cette salle qui se trouverait intégrée dans le périmètre de l'actuelle école, de l'école du Tailly, devenue école Cyrano, les travaux s'élèveraient à 1 215 000 € et nous sollicitons 303 000 € de subvention. Enfin, une opération liée à l'action Cœur de Ville, c'est l'aménagement de la place de la MIRP qui est en cours, 160 000 € de travaux pour lesquels nous sollicitons 23 750 € de subventions. Je rappelle que le taux maximum des subventions départementales ne peut excéder 25% de la dépense subventionnée. Voilà, c'est donc des opérations quand même extrêmement structurantes et marquantes dans la vie. Y a-t-il des observations? Question. Oui, monsieur de Madaillan. Oui, merci, monsieur le maire. Dans le cas de l'aménagement de la place de la MIRP et de la place Kayla, puisque ça va ensemble, d'après ce que j'ai pu avoir comme information, c'est piétonnier. L'ensemble est piétonnier. C'est pas entièrement piétonnier en ce qui concerne la place Kayla. On peut toujours accéder alors pour les handicapés? Oui. Alain Plazy. Ouais, je peux te répondre. La place de la MIRP sera refaite, mais autour de la place de la MIRP, on pourra toujours circuler. Et la place, entre la place Kayla et la place de la MIRP, il y a une chaussée qui va rester en sens unique, donc on pourra aussi circuler. Et on pourra repasser devant le temple pour revenir à la mairie. Donc ça sera semi-piéton, mais les voitures pourront circuler. Sauf l'été, où on mettra piéton pendant 1 mois et demi à 2 mois. Ah mais ça sera accessible, bien sûr. Ça sera toujours accessible. Vous communiquez plus dans la majorité municipale? Il y a un souci. Mais là, ils sont tellement dispersés en ce moment. Non mais attendez, monsieur Ruet, on n'a pas de problème de communication, absolument pas. On ne peut pas en dire autant de l'opposition qui se divise, qui se recompose au gré des séances du conseil municipal, puisque vous avez une nouvelle organisation, que vous êtes déplacé, voilà. Bien. Alors, qui est pour? Pardon, Madame Blanc, vous souhaitez intervenir? Oui, simplement pour signaler, dans des temps où certains se font les chantres de la laïcité, qu'une partie de ces subventions ont déjà été attribuées à la rénovation de l'église Notre-Dame en 2 tranches pour une somme de 75 000 €
par rapport à 500 000 € de travaux, c'était en 2017, je le sais. Mais simplement, ces travaux ont été faits pour un patrimoine bergeracois, pour sa beauté et pour sa sécurité. Et je tiens à préciser dans cette assemblée et aux journalistes qui sont ici que les lieux de culte, tous, quels qu'ils soient, sont des établissements recevant du public et que donc ils sont censés respecter toutes les normes d'accessibilité, toutes les normes de sécurité et que aujourd'hui les gens qui se font l'écho à l'extérieur de cette assemblée, bien entendu, d'atteinte à cette laïcité pour tous les lieux de culte, ferait mieux de songer que tous les citoyens ont droit d'accéder à des lieux qui sont en sécurité, avec des normes incendie, avec des normes d'accessibilité, et que ça, c'est juste la loi de la République. Enfin, écoutez, je voulais simplement le signaler. Oui, Madame Blanc, bon, on voit bien à quels événements scandaleux et honteux vous faites allusion. Nous respectons les principes de la loi de 1905, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, qui en l'occurrence, pour les bâtiments du culte catholique, n'est pas tout à fait respecté, puisque ces bâtiments sont devenus patrimoine public. Mais ça a été ça c'est une des conséquences de la loi de 1905. Mais par contre, nous ne sommes pas en mesure de financer les autres lieux de culte. C'est évident aussi, nous n'avons pas le droit de le faire. Voilà, ça c'est les... Bon. Mais par contre, l'autre aspect de la loi de 1905, outre la séparation des églises et de l'État, c'est la liberté des cultes qui doit être absolument respectée dans ce pays. Et j'en profite pour dire que l'ensemble des acteurs du conseil municipal, la municipalité bien sûr, mais l'ensemble des acteurs du conseil municipal, des membres du conseil municipal ont manifesté leur émotion et leur solidarité à l'égard de l'association des musulmans de la Dordogne à la suite de ce qui s'est produit à la mosquée, sur le chantier de la mosquée Rive Gauche, qui n'est vraiment pas, enfin, je veux dire, qui scandalise, je pense, tous ceux qui sont attachés à ces principes dans notre vie. Voilà. Je dirais là-dessus, je rappelle aussi qu'il y aura une manifestation, je crois, vendredi après-midi, et que demain, à 18h, et que nous serons présents au moins sur le lieu de rassemblement de cette manifestation. Voilà. Bien. Alors, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Avenant numéro 1 à la Convention d'action foncière avec l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, Christian Bordenave. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit effectivement d'un avenant à la Convention qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Il s'agit surtout de permettre à cet établissement foncier d'intervenir sur ce qu'on appelle le périmètre de veille, où on identifie un certain nombre d'îlots, et si on a des problèmes d'acquisition foncière, on a élargi simplement ce périmètre de veille pour pouvoir intervenir sur les opérations, les opportunités que nous pourrions avoir. Donc nous l'avons agrandi au niveau du centre historique, et nous l'avons surtout agrandi au niveau du quartier de la gare, puisqu'on se rapproche du secteur proche de la gare, où se regroupent effectivement des problématiques d'habitat, et où nous espérons pouvoir intervenir sur un certain nombre d'entre eux. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Bon, sur le plan, on a simplement porté les opérations sur lesquelles nous commençons à avoir des résultats, et nous allons certainement avoir des dossiers qui passeront bientôt au conseil municipal concernant des acquisitions sur la rue Beaubarreau, des acquisitions également sur la rue Saint-Esprit. Bon, après, nous travaillons bien sûr toujours sur le centre commercial de Nayac, et bien sûr les nouvelles galeries, enfin les ex-nouvelles galeries au niveau du centre de Bergerac. Voilà, c'était ce que je voulais vous préciser. Donc le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 à la convention d'action foncière. Voilà, monsieur le maire. Merci. Oui, monsieur Siré, non? Ah d'accord. Qui n'est pas, oui, qui n'est pas vraiment carré.
Alors, il y a des carrés et des losanges. Qui souhaite intervenir? Personne. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Opération sur les installations d'éclairage public. Christian Bordenaz. Merci, monsieur le maire, de me laisser la main. Opération sur les installations d'éclairage public. Bon, comme d'habitude, on a un certain nombre d'opérations qui vous sont présentées pour approbation ou pour demander surtout une étude auprès du SDE. C'est toujours dans le cadre, pas forcément dans le cadre de la convention, mais dans le cadre surtout de notre collaboration. Donc là, il s'agit de 2-3 opérations. Il y a le parc de Nayac, en cours d'aménagement et qui doit être équipé effectivement d'un éclairage public. Donc pour ce projet, il y a eu de solliciter le SDE 24 pour engager des études techniques correspondantes qui permettront à la commission d'attribution du SDE de décider de son éligibilité, de son inscription dans son programme d'investissement et des aides afférentes. Ensuite, un certain nombre d'opérations de la vieille ville, la rue des Fargues, bon, qui nécessitait effectivement que soit repris l'éclairage, ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, dans le programme avec le SDE, après avoir traité de toutes les opérations de sécurité et qui étaient souvent d'ailleurs en dehors du périmètre urbain, centre-ville, mais plutôt sur le périurbain, donc aujourd'hui on commence à pouvoir imaginer avec eux un certain nombre d'opérations dans la vieille ville, et la rue des Fargues en fait partie. Et ensuite bien sûr l'opération, là vous pouvez tous l'imaginer, de la rue Hippolytaine et du quai Salvette, puisque là aussi nous allons refaire donc effectivement l'éclairage public, et nous avons mis même en dessin, donc il a fallu bien sûr consulter et concerter avec Madame Anninen, architecte et bâtiment de France, et les futurs mâts d'éclairage du quai Salvette sont en imagerie là-bas sur le petit... C'est censé représenter des hauts bancs et gabarres, dont il y a du dominante bois, enfin voilà. Oui, d'accord, très bien. Tout le monde s'est mis d'accord maintenant, il suffit surtout d'abord de commander, parce que nous sommes très contraints au niveau des délais, et si vous acceptez de délibérer ce soir positivement, demain nous commandons. Voilà. Alors, il s'agit donc de 3 opérations dont le conseil municipal est invité à solliciter le SDE 24 pour l'étude technique relative à la mise en place de l'éclairage public au parc de Nayac, accepter les opérations de la rue des Fargues, de la rue Hippolytaine du quai Salvette, et s'engager à y participer selon les modalités et dans les conditions financières qui viennent d'être exposées, et autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes. Bon, voilà, y a-t-il des observations? Bien, qui est pour? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est les hauts bancs là, qui nous surprennent un peu. On demande qu'à quoi là. Les gabarres sont tachés, bien. Alors, très bien. En tout cas, c'est approuvé. Coulée verte du Codo. Acquisition d'un terrain rue Lecomte de Lille. Monsieur Déturgy. Bien, on poursuit petit à petit, mais sûrement les acquisitions foncières sur la coulée verte du Codo. Là, il s'agit en fait de quelque chose qu'on pensait qui était déjà à la ville, mais ce n'était pas le cas. C'est un terrain qui se situe rue Lecomte de Lisle, et qui était là où étaient installés les anciens établissements Mossire. Ce terrain a été acquis par monsieur Lajoie, gérant de la SI Lajoie, et il a accepté de céder à la ville pour 1 € une emprise de 465 mètres carrés d'environ, longeant le ruisseau et débouchant sur la rue Lecomte de Lisle. La ville prend donc en charge les frais de division correspondant à cette cession, et cette acquisition s'inscrira dans le cadre... Et cette acquisition... Vous pouvez m'excuser. Et cette acquisition s'inscrira dans le cadre de la coulée verte du Codo. Le conseil municipal est invité à décider l'acquisition pour 1 € du terrain susvisé, désigner maître Bonneval, notaire à Bergerac, pour rédiger l'acte notarié et autoriser le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toute pièce relative à l'aboutissement du dossier. Voilà pour ce qui est de la délibération.
Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que sur la coulée verte du Codo, en ce qui concerne la maîtrise des emprises, grâce au travail qu'on a fait, on progresse quand même très rapidement et qu'on ne désespère pas d'arriver à avoir la totalité du parcours, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais on en sera quand même très proche, on en sera quand même pas loin. Après, bien sûr, il faudra aménager, entretenir, voilà. Mais au moins, on aura à peu près la totalité des emprises, qui est quand même très important. Voilà. Bon, pour vous dire comment ça évolue, effectivement, il y a en ce moment, on est en train d'acquérir une parcelle route de la Force sur les terrains Crabol, c'est en cours. Non, pas Crabol, Douins. Non, Crabol. Également les terrains d'Ouins. Également les terrains d'Ouins. Et enfin, est en train de se dessiner l'acquisition d'une partie du terrain Paola. Ça veut dire qu'on est en train, il y a des chaînons manquants qui sont en train de sauter. Voilà. Et oui, et j'oublie les terrains galets qui sont côté route de la Brunetière. Voilà, donc on avance. Normalement, on devrait être tout près de la fin. Voilà. Alors, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Alors, nous arrivons enfin à la dernière délibération, protection des abords des monuments historiques, les périmètres délibérés des abords. Christian Bordenave. Oui, d'ailleurs, quand vous listez le dossier, c'est pour aussi... c'est pour penser aussi que le dossier n'est pas si simple que ça. Alors je vais essayer de faire de la pédagogie. Je pense que je vais même demander, parce que moi je ne me présente pas, donc je vais demander peut-être à Fabien d'ailleurs de m'aider sur le dossier, parce que c'est pas du tout évident. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait plusieurs prescriptions qui ont été, en matière de monuments historiques, qui ont été édictées pendant le long de toutes nos dernières années. Et en fin de compte, ce dossier-là, qui est important, va permettre de délimiter donc, ce qu'on appelle le PDA, pas confondre avec PPDA, périmètre délimité des abords, et qui va surtout remplacer le fameux rayon de 500 mètres qui était le seul, aujourd'hui, la seule disposition réglementaire qui était applicable. Donc ce périmètre délimité des abords va remplacer les 500 mètres autour des monuments historiques. Et comme bon, on a une certaine intelligence à la ville de Bergerac, on a essayé de coller au mieux à ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, et surtout on colle à ce que l'on a déterminé en matière de SPR, donc des sites particulièrement remarquables. Donc on a à peu près la même définition. Donc vous avez un certain nombre de bâtiments. Alors si on va prendre un cas simple comme la maison Pic. Vous voyez que la maison Pic, en fin de compte, le périmètre va concerner vraiment immédiatement ce qui se passe autour de la maison. Quand on prenait, alors je ne sais plus, vous devez l'avoir sur un document, sur notre document, quand on prenait le rayon de 500 mètres, on était beaucoup plus large, bien sûr, que la maison Pic. Mounet-Sully, quand on prend Mounet-Sully, c'est dommage qu'on ne voyait pas le rayon de 500 mètres. Non. Enfin, on le voit, c'est le rouge là, mais pas évident. Le Mounet-Sully, ben, on est plutôt sur la partie sud, on regarde ce qui se passe effectivement sur la partie sud du château, alors que les 500 mètres portaient également sur la partie nord qui n'était pas forcément intéressante. Donc c'est pour dire que tous les périmètres qui ont été déterminés, dont reprennent à quelque chose près, sauf au niveau du centre-ville, le périmètre des sites particulièrement remarquables, et qu'on va conserver maintenant deux choses: les sites particulièrement remarquables sur lesquels on travaille de temps en temps en commission, et ensuite ce périmètre délimité des abords qui fera l'objet d'une enquête publique qui sera effectivement réalisée en même temps que l'enquête publique du PLUI. Et une fois, bien sûr, que l'enquête publique sera faite, nous aurons enfin des périmètres et qui permettront après on n'aura que ces périmètres-là dont on s'occupera. Voilà. Donc l'avis de la commune est bien sûr sollicité sur ce périmètre, et le conseil municipal est invité, donc, après étude des périmètres délimités des abords proposés, à donner un avis. Château l'Espinassa, c'est rue d'Agen. Voilà. Oui. Après, vous avez les autres. Observations. Vous avez les autres? Oui. Vous les avez tous mis, là, non? Tout est passé. Oui, et bien voilà. Y a-t-il des observations? On a essayé d'être aussi pragmatique que possible.
Moi, j'aurais rajouté personnellement, mais en fait, c'est pas certains immeubles du secteur de Pécharmant. Et ouais, mais ils ne sont pas à l'inventaire. Il faudrait qu'ils soient à l'inventaire. Et ouais. Tant qu'ils n'y sont pas, c'est pour ça qu'il y a des périmètres de 500 mètres, et les gens, les voisins notamment du périmètre de la Maison Pique, c'est le secteur le plus compliqué, se retrouver avec des conditions de protection dignes d'un monument historique. Oui, oui, c'est quand même. C'est pas évident de banlieue, parce que vous, avoir l'archi des bâtiments de centre, c'est incohérent. C'est un petit périmètre. Quand même. La parcelle de la Maison Pique. Oui, c'est pour ça qu'on le limite à la parcelle, alors qu'avant, vous enquiquiniez des personnes qui étaient à 500 mètres de là. Et je fais observer qu'on ne vise toujours pas la Grolée. Mais la Grolée, pareil. Parce que la Grolée n'est pas classée non plus. Elle est protégée au titre du site patrimonial national. Bon. Donc, oui, monsieur Demadélian. C'est le château L'Espinassa. Ah non, c'est la maison elle-même. Quelle est la question que tu poses? Non, mais soit il y a. Parce que normalement sur l'image, on devrait voir peut-être le périmètre des 500 mètres, mais qu'on ne voit pas bien. Et après, non, ce qui est la rouge, c'est la maison, et la parcelle, simplement. Non, mais je crois que c'était effectivement, c'est un trait rouge d'une partie des 500 mètres. Alors je pense que ça doit correspondre à la carte plutôt du centre-ville. Bon, allez. Mais qui n'a pas d'incidence. Bien, le conseil municipal n'est pas terminé. Il faut voter. Alors, non, mais il y a encore après une motion terminée et une question. Alors, qui est pour? Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Alors, résolution. Bon, nous sommes la ville et membres de l'association des maires de France et la ville est membre de l'association des villes de France. Bon, l'association des maires de France a envoyé à toutes les municipalités un projet de résolution générale issu du 101e congrès des maires et des présidents d'intercommunalité qui récapitule un certain nombre de sujets, de doléances et de quelques propositions de l'Association des maires de France. Bon, moi, je vous la soumets. Je pense que vous en avez eu communication. Elle était dans le CD rempli. Sur le CD, ah oui, en tout cas, ce que je voudrais dire personnellement, c'est que je ne suis pas favorable à l'adoption de cette motion pour au moins deux raisons. La première, parce que je dois dire que ce côté de doléance perpétuelle des élus a quelque chose d'un peu qui finit par être un peu fatigant. La doléance à l'égard de l'État, etc. Je suis désolé, il y a une dette publique que porte notre pays, dont sont responsables de nombreux gouvernements successifs qui représentent à peu près tout l'éventail politique de ce pays, et que cette dette, qu'on le veuille ou non, c'est la dette de la France. Et que moi, il ne me paraît pas anormal qu'on ait demandé à un moment aux collectivités territoriales de participer à l'effort pour essayer de venir à bout de cette dette. J'ajoute que s'il y a un acteur, on parle beaucoup d'élections européennes aujourd'hui, à mon sens, s'il y a un acteur vers lequel on devrait se tourner sur ce problème de dette publique excessive, c'est l'Union européenne, parce que je rappelle que l'Europe n'a aucune dette aujourd'hui, elle ne porte aucune dette, mais qu'une partie de la dette que portent les États résulte quand même pour partie de décisions ou de carences de l'Union européenne, ce qu'on appelle la crise des dettes souveraines. Il me semble que l'Union européenne avait quand même un certain nombre de responsabilités dans le développement de cette crise, liée notamment à la dette grecque, qui n'avait pas été surveillée avec l'attention nécessaire, quand il n'y avait pas eu quelquefois des connivences pour le moins contestables. Et je veux dire, voilà, mais il ne me paraît pas logique qu'on soit toujours dans ce débat
sur l'effort qui a été demandé aux collectivités territoriales et qui, à mon avis, est l'effort qui doit être partagé par l'ensemble des acteurs, parce qu'on ne viendra pas à bout de cette situation s'il n'y a pas un effort partagé par l'ensemble des acteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, qui me contrarie encore plus, c'est de voir que sur les propositions, il n'y a aucune proposition sérieuse pour sortir de la situation anormale dans laquelle nous nous trouvons, où on est dans un système où les communes, effectivement, ont de moins en moins de pouvoir et de moyens, mais où on développe des intercommunalités qui sont une espèce de système de deuxième étage, où les élus sont élus au suffrage indirect, c'est-à-dire que l'essentiel des compétences se trouve, et des moyens se trouve aujourd'hui au niveau des intercommunalités, et qu'on a un système de désignation, d'élection des intercommunalités qui les écarte complètement des citoyens. Je rappelle que le principe fondamental en ce qui concerne les collectivités territoriales, c'est qu'elles soient sous le contrôle direct des citoyens. Or, il y a un problème manifeste de démocratie locale aujourd'hui, c'est que les pouvoirs et les compétences sont entre les mains des intercommunalités qui ne sont élues qu'au suffrage indirect et que donc elles sont très éloignées dans le contrôle des citoyens de base. Et donc moi, ce que je pense, c'est que la logique, ça serait qu'on élise les intercommunalités au suffrage universel direct, c'est-à-dire parce que c'est ça la démocratie locale, c'est que les citoyens contrôlent ceux qui ont la réalité du pouvoir de décision, c'est-à-dire avec un système électoral qui soit un peu celui qu'on a dans nos communes, c'est-à-dire un chef de file, une équipe et un projet, de telle sorte que les citoyens sachent vraiment à quoi ils s'engagent au moment où ils votent aux élections locales. Et deuxièmement, qu'on redéfinisse le rôle et les moyens des communes, parce que c'est vrai qu'il y a un problème qui est d'assurer la relation de proximité, qui à l'heure actuelle ne peut être assurée qu'au niveau communal, parce que c'est vrai que c'est à ce niveau-là que ça se passe, que les intercommunalités sont devenues tellement vastes et tellement puissantes qu'elles ne sont pas en mesure vraiment de traiter cette question. Et donc il me semble que le deuxième aspect de la réforme qu'il y a à faire, c'est de redéfinir, je le répète, le rôle et les moyens des communes, de telle sorte qu'elles assurent plus efficacement cette relation de proximité. Or, je ne vois nulle part dans la motion qui est présentée par l'Association des maires de France des propositions qui vont dans ces directions-là. Voilà. Donc, personnellement, je suis opposé à l'adoption de cette motion. Maintenant, on est là pour débattre, hein, et si vous avez des opinions différentes, ou si vous estimez utile d'intervenir dans ce débat, la parole est libre. La motion, elle évoque tout un ensemble de problèmes. Je ne dis pas que tout ce qui est dit est faux quand elle parle d'aménagement du territoire comme une priorité, quand elle parle d'une loi de finances annuelle des collectivités, moi je ne suis pas hostile dans le principe, etc. Mais elle ne traite pas les problèmes fondamentaux. Elle dit qu'il faut remettre en cause la loi NOTRe, mais elle ne remet en cause la loi NOTRe que sur des aspects tout à fait secondaires. Or, c'est la totalité de la loi NOTRe qu'il faut revoir. C'est-à-dire revenir, établir ce principe, je le dis, de l'élection au suffrage universel direct et de révision du rôle et des moyens des communes. Parce que la commune, c'est vrai que ça reste malgré tout une réalité. Et qu'aujourd'hui, cette relation de proximité, elle est assurée, c'est vrai, de plus en plus difficilement par un grand nombre de communes. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, si vous souhaitez qu'on revienne sur ce sujet lors du prochain conseil municipal, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'examiner suffisamment cette résolution, de telle sorte qu'on puisse en débattre de façon utile. Mais je considère que c'est quand même pas un petit débat, et on est à moins d'un an des élections municipales. Les élections municipales, c'est aussi l'occasion de parler de la manière dont est organisée la démocratie locale. Voilà. Bien, donc je vous propose qu'on reprenne ce débat lors du prochain conseil, une fois que vous aurez eu l'occasion d'examiner cette motion. Monsieur Serrea.
détail technique. Vous n'envoyez plus rien en CD-ROM, il n'y a plus de CD-ROM dans les ordinateurs, donc envoyer des clés USB. Donc pour un serveur sécurisé où on puisse accéder. Aujourd'hui, tous les lecteurs de CD-ROM sont supprimés. Bien. Bon, mais ça c'est une précision technique. Mais je pense qu'un document comme ça, il vaut mieux l'envoyer sous forme papier. Ça serait quand même plus, ça serait plus opérationnel. Bien. La question de Monsieur Richard. Merci Monsieur le maire. Après le grand débat national, les pouvoirs publics doivent s'engager pour augmenter le pouvoir d'achat des Français les plus modestes. Peut-on espérer pour les Bergeracoises et les Bergeracois qu'il n'y aura pas encore une augmentation de la part intercommunale de la taxe d'habitation afin qu'ils puissent enfin profiter de la suppression de cette taxe et de ce fait augmenter eux aussi leur pouvoir d'achat? Merci Monsieur le maire. Écoutez, en ce qui concerne la ville, on vous l'a dit, il n'y aura pas d'augmentation, et en ce qui concerne la CAB, il n'y a pas d'augmentation prévue. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Après, on a encore un budget à examiner à la ville de Bergerac d'ici la fin de ce mandat. Donc on n'a pas a priori l'intention de changer notre démarche. Et l'intercommunalité, comme le vote du budget et des taux a lieu à peu près au moment où ont lieu les élections municipales, je ne sais pas si ça aura lieu avant ou si ça aura lieu après. Voilà. Chaque fois la question se pose. Voilà. Voilà, merci. La séance est levée. Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie.